Fait que vous nous entendiez bien, fait que je vais nous présenter. Là, en fait, aujourd'hui, on est les trois R2 là, en médecine familiale. Donc, moi-même, Anne-Sophie Thibault, Laurence Isabelle, puis Gabrielle. Là, on va présenter sur la tendinopathie d'Achille. Puis, on a été supervisé là, par le docteur Rivard-Cloutier. Parfait. Donc, l'étude sur laquelle on s'est basé, c'est une étude assez récente de juin 2021. C'est une étude allemande là, qui ont regardé un peu les guidelines là, guidelines au niveau des tendinopathies d'Achille. Donc, le plan de la présentation, aujourd'hui, on va faire un bref retour anatomique. On va parler de la physiopatho, la présentation clinique, le diagnostic, la prise en charge, là, puis on va conclure. Pour ce qui est d'un petit bref historique, là, un peu un fait cocasse, là, oui, le tendon d'Achille, c'est le tendon le plus fort, le plus large du corps humain, mais c'est aussi le point le plus faible là, du grand Achille. Ça survient là, généralement chez les adultes là, en 30 et 60 ans. Puis, chez les athlètes là, de cours d'élite, là, il y aurait 52 de chances d'avoir une tendinopathie dans leur vie. Par contre, un tiers des patients, là, ce seraient des patients plutôt sédentaires. Fait que ça atteint là, que ce soit monsieur, madame, tout le monde ou les athlètes plus d'élite. Donc, l'étude là, sur laquelle on s'est penché, ben, son but officiel, c'était d'offrir un aperçu sur les données probantes là, en lien avec soit les facteurs de risque, la prévention, le diagnostic, l'imagerie, puis le traitement. Puis également de donner des recommandations puis de fournir une ligne directrice assez claire là, aux professionnels de la santé, que ce soit en soins primaires ou en soins secondaires. Pour ce qui est du retour anatomique, c'est assez simple, là, mais je voulais quand même qu'on revoie un peu l'image du tendon d'Achille pour comprendre que c'est la jonction là, de deux muscles, là, le gastrocnémien puis le soléaire. Puis sur l'image en bas à droite, on voit là, les bourses aussi qu'il ne faut pas oublier, là, qui font partie du diagnostic différentiel des douleurs dans cette région-là, rétrocalcanéenne par exemple. Donc voilà. Pour ce qui est de la physiopatho, c'est sûr que l'étiologie exacte est encore nébuleuse, mais on croirait que, bon, c'est sûr qu'une augmentation abrupte du niveau de l'activité physique peut amener vers une tendinopathie. Les micro-traumas répétés vont amener une certaine dégénérescence du tendon. Puis aussi, bien, cet tendon-là, il y a une portion là, sur 2 à 6 cm à l'insertion qui est plutôt hypovascularisée. Donc, c'est sûr que ça fait en sorte que la guérison peut être plus longue, plus complexe. À l'échographie, quand on les image, on peut voir quand même qu'il y a une néovascularisation qui se crée là, dans le processus là, de la pathologie en tant que telle. Puis il peut y avoir un processus de calcification, d'épaississement puis de fibrose du tendon qui va se poursuivre là, avec le temps. Puis aussi, bien, c'est sûr que c'est un tendon qui est assez à risque de rupture. Ça arrive souvent si c'est des forces soudaines de cisaillement plus importantes, qu'on va entendre un petit bruit, là, souvent sourd, puis que ça va rupturer complètement. Pour ce qui est des facteurs de risque, on s'est penché sur une étude qui les abordait. Par contre, ce n'est pas nécessairement des associations très, très valides. Celle qui avait l'air plus valide dans l'étude, c'est ceux-ci. Fait que je vais les passer assez rapidement, mais bon, antécédents de tendinopathie du membre inférieur en général, antécédents de fracture au membre inférieur, peu importe le site, pouvaient nous mettre plus à risque. L'utilisation là, des antibiotiques comme les quinolones qu'on connaît. Le ROH, donc l'alcool, là, de façon modérée, pourrait augmenter. L'exercice par temps froid aussi pourrait augmenter notre risque de faire des tendinopathies d'Achille. Puis, diminution de force isométrique en flexion plantaire, patron de marche qui est plutôt anormal, certains types de souliers, comme souvent les talons hauts, là, qui peuvent faire en sorte qu'on va avoir le tendon plus court, plus à risque de se blesser, puis les facteurs biomécaniques. Et ça, c'est un peu en haut l'étude là, sur laquelle on se basait, puis c'est les associations un petit peu moins valides là, qui n'avaient pas vraiment de lien de cause à effet franc. Fait que l'âge, le sexe, l'IMC, le tabac, puis la clairance là, au niveau de la fonction rénale. Donc, à moins garder en tête. Au niveau de la présentation clinique, l'examen physique, c'est sûr qu'au niveau de la démarche, la mise en charge peut être difficile. Puis au niveau de l'apparence, quand on regarde là, rapidement, on le sait, là, édème, ecchymose, la palpation, une douleur localisée au tendon, ça peut être à l'insertion au niveau là, sur le calcanéum ou encore la mid-portion là, du tendon. Mobilité, bien, c'est sûr qu'on pourrait faire la mesure de la dorsiflexion passive là, au mur, là, puis noter une asymétrie. Puis aussi la flexion plantaire unipodale qui peut être douloureuse, puis on peut se fatiguer à force de la répéter. Puis la manœuvre spécifique pour la rupture, c'est vraiment éliminer la rupture, c'est avec le Thompson. Puis le Silver Skjod test qu'on peut faire, là, en fait, là, que je ne sais pas si vous l'utilisez dans votre pratique, mais en fait, c'est quand la personne est assise là, sur le bord de la table, là, si on a une flexion là, du genou à 90 degrés, là, on fait une dorsiflexion là,
passive, là, si tu es assis à 90 degrés. On fait une dorsiflexion vraiment passive là, au niveau là, de la cheville, puis on note là, si c'est raide ou pas. Si ça va assez loin comme ça, ben, puis que quand on fait vraiment une extension du genou, on refait une dorsiflexion passive là, au niveau du pied, puis que là, on note une diminution là, de la flexibilité, là, que c'est plus raide de cet endroit-là, ben là, on peut dire que c'est plus le gastroc là, qui est en cause. Donc, il y a une raideur du gastroc qui est associée là, à la tendinopathie. C'est sûr que si les deux sont pareils, ben, on peut dire que le gastroc est bien, mais que probablement que c'est le tendon là, qui est plus raide. Le diagnostic clinique, ben, ça repose souvent, là, selon l'étude qu'on a utilisée, il y a toujours une douleur à la mise en charge, toujours un épaississement. Ben, non, pas vrai. Il peut avoir un épaississement, ça peut être absent si de courte durée là, au niveau du tendon, puis une douleur à la palpation, ce qui va nous permettre de dire si c'est plus à l'insertion ou à la portion moyenne, ben, ça va vraiment être le critère là, de localisation de la douleur. Là. Si on est à 2 à 7 cm proximal à l'insertion, ben là, à ce moment-là, on va dire que tu es plus à la portion moyenne. Si on est vraiment dans les 2 cm là, proche de l'insertion sur le calcanéum, ben là, on va dire que c'est plus une tendinopathie d'insertion. Puis si tous ces critères-là sont présents, l'imagerie n'est pas nécessaire. Fait que l'imagerie, c'est généralement non nécessaire. Des fois, on peut la faire, comme j'ai dit, là, pour l'autre, éliminer une fracture de stress, une rupture tendineuse. Le rayon X, ce n'est pas ce qui est le plus utile, mais ça peut démontrer une bosse d'Aglund, dans le fond. Là. Qui est cette espèce de protubérance osseuse, proéminence osseuse de cet ostéophyte-là qu'on trouve là, en arrière du calcanéum. Puis, à l'échographie, si jamais on a besoin, bien là, on va voir peut-être un épaississement là, du tendon, de la néovascularisation, une échogénicité là, au niveau là, du tendon également, une perte de continuité tissulaire, une avulsion ou encore des anthésopathies. Fait que ça, c'est des images là, radiographiques là, de ce qu'on appelle la déformation de Haglund ou le Haglund-Zump. Fait que, qu'on voit bien là, ici là, à l'arrière, qui est cette protubérance osseuse-là là, en supérieur là, du calcanéum, postéro-supérieur. C'est comme l'inverse de l'épine de Lenoir. C'est ça, exactement. L'épine de Lenoir serait ici, puis la Haglund est ici. Fait que quand est-ce qu'on l'utilise, là, c'est quand on l'utilise, là, on est mieux d'utiliser l'ultrasound, donc l'échographie. Mais c'est sûr que l'IRM, on peut l'utiliser si on n'a pas accès à l'échographie ou si encore ce qu'on trouve à l'examen clinique, puis ce qu'on retrouve après ça à l'échographie, ça ne concorde pas. Là, on pourrait essayer d'y aller avec un IRM ou encore si on considère la chirurgie. Fait que l'IRM, c'est sûr qu'il faut faire attention, ça coûte cher, c'est pas très disponible. Puis c'est sûr qu'on réserve ça aux présentations atypiques, subaiguës, en pré-op, ces choses-là. Au niveau de la prise en charge, ben, il y a pour toute tendinopathie aiguë, c'est un traitement bref. Il n'y a pas vraiment de grandes preuves là, que c'est meilleur qu'un autre, mais c'est éviter les activités qui aggravent là, la douleur, la glace. Là, un petit traitement d'anti-inflammatoire, c'est marqué 7 à 10 jours là, dans l'étude, mais on peut même donner 5 jours là, sans problème. Puis un support du tendon avec une talonnette, là, une petite talonnette en gel. Là. Puis des fois, il y a les bandages élastiques, les tapings, puis il y a même l'orthèse de nuit qu'on peut utiliser. Au niveau de la reprise de l'activité physique, c'est sûr qu'on fait un arrêt temporaire des activités là, qui causent la douleur. Puis on remplace, si on fait un cross-training, dans le fond, par des activités là, qui sont non douloureuses. Puis on augmente graduellement là, la mise en charge là, pour être sûr qu'on ne revient pas. Fait qu'ici, je vous ai mis une petite image là, qui donnait là, dans l'étude, qui met beaucoup l'accent là, sur les exercices isotoniques. Puis après ça, là, il y a selon l'index de douleur. Fait que comme on dit, on utilise une échelle de douleur là, pour nous permettre de voir comment on progresse. Puis ça prend des exercices de renforcement des mollets pour un minimum de 12 semaines. Là, c'est initialement sur la surface plane, si c'est vraiment l'insertion. Donc, au niveau des INS, on a parlé qu'en aigu, on pouvait là, donner
un peu d'AINS au début. C'est bien rare que ça va répondre aux AINS, les tendinopathies, parce qu'on retrouve là, souvent à peu près aucune inflammation là, dans les tendinopathies d'Achille. Si par contre, il y a une bursite associée, là, à ce moment-là, il peut avoir une bonne réponse là, aux anti-inflammatoires. Dans le fond, il peut quand même avoir un peu d'inflammation là, qui contribue à la douleur, même sans bursite. Donc, les AINS peuvent là, aider un petit peu, mais ça ne s'attend vraiment pas à une bonne réponse. C'est sûr qu'il peut y avoir des effets là, secondaires à long terme, surtout au niveau digestif, pour lequel là, on n'envisage absolument pas ces traitements-là là, plusieurs jours là, et même des semaines. Si jamais il y a une bonne amélioration, on peut toujours mettre le topic là, du Voltaren au besoin si la personne elle se sent un peu aidée par ça, mais c'est vraiment pas là, la base là, du traitement. Au niveau des infiltrations, évidemment, tout ce qui est infiltration au niveau des tendinopathies d'Achille, c'est vraiment à éviter. C'est assez clair à ce sujet-là. Il y a peu d'études. En fait, il n'y a pas vraiment d'études de qualité qui démontrent des bénéfices, même qu'il y a le risque de rupture tendineuse qui est vraiment rapporté, là, surtout quand il y a une tendinopathie chronique et une infiltration de fait. C'est le plus dommageable et le plus fréquent. L'infiltration, ceci étant dit, si on a une bursite vraiment rétrocalcanéenne, là, à ce moment-là, peut-être aller faire une infiltration au niveau de la bourse pourrait être aidant, mais jamais dans le tendon. Donc, au niveau des thérapies additionnelles, c'est sûr que si la prise en charge là, aiguë ne fonctionne pas, on a fait les exercices pendant là, 3 mois, on a fait de la physio et tout ça, il y a là, d'autres choses qu'on peut tenter là, quand on devient plus là, chronique. Il y a tout ce qui est shockwave therapy. Là. Bon, maintenant, il y a la machine là, ici à la clinique du PEPS. Il y a d'autres modalités passives là, qu'on peut essayer, des orthèses de nuit, des fois des massages, des ultrasons, thérapie au laser, supplément de collagène. Ensuite, il y a tout ce qui est par injection. Là, on n'a pas spécifiquement axé vraiment sur tout le reste. Là, je parle un petit peu plus loin du PRP, fait que le plasma riche en plaquettes qu'on peut aller infiltrer. Je vais vous donner un petit peu plus de détails là-dessus. Sinon, acupuncture aiguille intratendineuse peuvent être tentés, puis de la nitro là, topique là, en timbre. Donc, justement, le timbre là, de nitro, il y a certaines personnes qui vont avoir quand même une amélioration là, avec des résultats qui sont quand même significatifs là, avec ça. Le principe étant que ça libère de l'oxyde nitrique là, qui stimule la synthèse du collagène au niveau là, du tendon. Il y a plusieurs recettes. Celle de l'étude où qu'on a regardé là, parlait d'un quart à un demi-time de 5 mg de nitro sur 24 heures. Donc, ça donnait 0,2 mg par heure, là, mais il y a vraiment plusieurs recettes. Chaque médecin a un peu le sien. C'est quand même peu dispendieux, c'est assez sécuritaire. Il peut avoir des effets secondaires d'étourdissement de céphalée. C'est sûr que si la personne a déjà une tension basse, fait déjà des migraines de la rosacée, a eu un trauma crânien ou une anémie sévère, à ce moment-là, c'est contre-indiqué. Il faut surveiller au niveau de l'endroit où on met la patch, qu'il n'y a pas d'irritation de la peau. Et certaines personnes vont avoir des allergies là, locales. Donc, c'est pas une thérapie qu'on va donner seule. Là. Dans le fond, c'est toujours avec, là, en poursuivant quand même la physiothérapie, puis si on essaie d'autres mesures aussi qui n'ont pas fonctionné. Shockwave, il y a quand même malheureusement peu d'études vraiment sur la tendinopathie d'Achille. Il y en a beaucoup plus sur la fasciite plantaire. Ça serait réservé quand même pour les tendinopathies qui sont chroniques. Les résultats des études sont mixtes là, sur le sujet. Il y en a qui disent qu'il y a un bénéfice, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas vraiment eu. Ce qui semblait ressortir plus, c'est que, dans le fond, les tendinopathies, là, qui ne s'améliore pas là, avec le programme d'exercice. Après, là, comme je dis, en chronique, après plus que 3 mois, ça peut être essayé. Il y a certaines personnes qui vont avoir des bons bénéfices par rapport à ça. Puis, on disait aussi que combiner là, aux exercices excentriques, surtout pour les patients atteints là, de tendinopathie de la portion moyenne du tendon, il semblerait avoir plus de bénéfices pour ceux qui ont
qui ont cette localisation-là là, de tendinopathie, donc pour le shockwave. Ensuite, tout ce qui est injection là, de plasma riche en plaquettes, il y a quand même plusieurs essais là, qui ont été faits. Il n'y en a pas encore qui ont démontré vraiment un bénéfice là, comparé aux placebos et aux exercices qui, eux, ont vraiment démontré, là, les exercices physiothérapie qui ont vraiment démontré leur efficacité. Je pense que plusieurs études vont venir sur le sujet, là, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessairement encore recommandé. C'est sûr que si on est vraiment en chronique et tout ça, plusieurs mois, là, puis il y a encore des douleurs, on n'a pas de bursopathie associée, on a vraiment une tendinopathie, puis que ça fait plus que 6 mois de traitement actif, on peut penser là, à référer là, en orthopédie pour une prise en charge plus chirurgicale. On peut aller là, avec des incisions, aller faire des excisions là, de nodules et tout ça. Il y a quand même il y a 3 là, options là, plus fréquentes, là, la ténotomie percutanée, la tubularisation puis le transfert tendineux qui peuvent être faits, là, mais à ce moment-là, on réfère en orthopédie à ce moment-là pour au moins qu'il évalue voir si notre patient est candidat là, à ces options-là, mais si ça fait 2 mois, on ne le considère pas. C'est vraiment souvent chez plus de 6 mois là, de traitement actif. Donc, puis il n'y avait pas nécessairement d'études qui comparaient l'efficacité avec du traitement là, non chirurgical versus chirurgical. En tout cas, on ne sait pas. Notre étude ne s'y penchait pas trop par rapport à ça. Puis il y a quand même des complications possibles là, à toute option chirurgicale. Ce qui ressortait de l'étude aussi, c'est que de juste attendre que ça passe, ça n'a pas vraiment là, lieu d'être. Là. Dans le fond, la physiothérapie et les exercices de renforcement, c'est vraiment ça qui a le meilleur là, facteur pronostic. Donc, ce n'est pas à conseiller chez nos patients. Donc, pour ce qui est un peu de la prévention primaire, là, fait que pour les patients là, qui n'ont pas nécessairement eu de problème jusqu'à maintenant, dans la vie de tous les jours, les conseils qu'on peut leur donner, c'est d'augmenter progressivement l'entraînement, là, que ce soit dans le type, la fréquence, l'intensité. Le renforcement des mollets là, avant un début d'une saison sportive spécifique peut toujours être, très encouragé et semblerait limiter les blessures. Puis pour l'hiver, là, justement, vu qu'on avait un facteur de risque au froid là, qui semblait valide, là, donc vêtements chauds, là, puis d'avoir le tendon chaud, là, bien réchauffé avant l'entraînement, là, ça pourrait aider. Sinon, pour les facteurs pronostiques là, de la tendinopathie d'Achille, il n'y a pas de facteurs pronostiques officiels connus, mais la majorité des gens vont finir par récupérer, mais certains, ça va persister très, très longtemps, là, jusqu'à 10 ans, dépendamment de comment ils ont été pris en charge aussi. Puis, mais par contre, là, c'est encourageant de voir que 85% là, des athlètes retournent à leur sport. Là, donc, c'est quand même pas si pire. Pour ce qui est de prévenir la récidive maintenant, donc en prévention plus secondaire, c'est sûr qu'il faut enseigner à nos patients là, de prendre le temps. Là, c'est long là, comme traitement, puis qu'il faut être patient. Puis de porter une attention particulière au sport qui provoquait la douleur aussi. Là, fait qu'on disait au début justement d'arrêter le sport là, qui causait le problème là, en aigu. Augmentation graduelle, évidemment, de l'activité physique par la suite, puis garder le renforcement mobilité des mollets là, à vie là, pour que, justement, on prévienne là, dans les futurs problèmes. Là. Donc, pour ce qui est de la conclusion, on peut retenir que les exercices excentriques, c'est sans faute. La physiothérapie, là, plus dès le début. Puis, il y a une certaine place à la nitro. De par l'étude, justement, on voyait quand même des résultats significatifs. Puis, le shockwave, il faut se rappeler que c'est surtout pour la mid-portion, donc pas vraiment pour la tendinopathie d'insertion là, sur le calcanéum. Puis, il doit être combiné là, de toute façon avec des exercices excentriques pour qu'il y ait des résultats là, significatifs là, chez vos patients. Ça, c'est un petit peu une certaine ouverture. Là, le médecin du Québec du mois de mars 2022, là, donc ce mois-ci, là, va parler justement des problèmes de l'arrière-pied, dont le tendon d'Achille. Donc, si ça intéresse, là, c'est disponible en ce moment. C'est tout chaud, tout frais. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. Je vais réouvrir ça pour qu'on vous voit. Parce que là, on ne voit personne. Voilà. Fait que vous pouvez parler ou lever votre main, je ne sais pas trop. Bien, moi, j'aurais une petite remarque à faire, si vous permettez. J'ai trouvé ça très intéressant, puis je pense que vous avez fait une très belle revue. Moi, j'ajouterais dans la fréquence, dans les facteurs prédisposants, il y a un lien très évident avec les gens qui ont des pieds creux. Les gens qui ont des pieds moins souples, là,
C'est ça que ça donne, un pied creux. Puis c'est fréquent qu'on ait des tendinopathies d'Achille chez ce monde-là. Et c'est dans le fond associé à une moins grande distensibilité, une moins grande capacité de distension du tendon. Puis l'autre point on en a parlé un peu hier, on a eu un cas hier avec, je pense, avec Laurence en particulier. Puis rappelez-vous, puis tu l'as bien dit, qu'il y a fréquemment aussi une association avec une bursopathie rétrocalcanéenne. C'est très fréquent. Puis pour avoir une idée que c'est ça, on le fait déjà cliniquement, vous savez, si vous avez une douleur qui est très sévère, puis une douleur bilatérale à l'arrière du tendon d'Achille, entre l'os, l'insertion puis le tendon, là, ça ressemble beaucoup, beaucoup à une bursopathie. Puis ces gens-là, ils vont avoir un résultat intéressant avec l'échographie, une petite injection de cortisone localisée, ça va aider beaucoup à résorber l'inflammation au niveau de la bourse. Puis, je sais qu'entre autres, qu'à la clinique Mailloux, ils font bien ça. Ils ont même créé un protocole avec une botte orthèse, là, je pense, de 4 à 6 semaines après, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récurrence. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la bursopathie. C'est fréquent qu'on ait ce lien-là. Puis c'est bien décrit aussi dans Clinical Sports Medicine. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Puis, entre autres, le cas qu'on a eu avec Laurence dans les derniers jours, là, bien, c'est effectivement cette personne-là répondait super bien aux anti-inflammatoires. Les tendons ne répondent pas bien aux anti-inflammatoires, la bourse répond bien aux anti-inflammatoires. Donc, déjà, ça nous met sur la piste aussi d'une bursopathie. Puis, le dernier petit point que je trouvais super intéressant aussi, c'est que les chirurgies, on n'en fait pas beaucoup. Puis moi, en tout cas, je ne me pourrais jamais référer. Mais de fait, la chirurgie, le modèle de chirurgie qui est proposé potentiellement, ça ressemble à un modèle qu'on fait pour les épicondylopathies, une ténotomie partielle pour soulager le tendon. Puis ça peut être fait. Mais personnellement, en tout cas, je n'ai jamais vraiment référé. Puis je vous dirais que c'est rare qu'on se rende là, surtout lorsqu'on prend nos cas assez tôt. Mais dans l'ensemble, ces gens-là vont très bien répondre avec ce que vous avez mis l'accent, là, surtout la rééducation, l'approche excentrique, l'étirement de la chaîne postérieure aussi, qui est tellement important pour ces gens-là, surtout si vous avez un pied creux, là, c'est super important. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais dire, puis bravo pour votre présentation. Merci. Merci, super intéressant. Merci Germain pour les commentaires. Je rajouterais juste une chose, c'est que d'abord, on a dit ne jamais infiltrer dans le tendon, mais il n'y a pas de protocole d'infiltration dans le tendon de toute façon au cortico. Même, il y a une époque, je pense, où ça se faisait plus, mais c'est tout le temps péritendineux, là. Infiltrer de toute façon de la cortisone dans un tendon, c'est jamais une bonne idée, nulle part sur le corps. Je suis d'accord aussi pour les bursites rétro. Moi, ça me fait quand même peur parce qu'il y a des cas de rupture aussi sur les infiltrations de la bursite rétro. Mais c'est sûr que l'infiltration, c'est peut-être pas notre premier. Puis Germain, tu me corrigeras, mais c'est pas le premier choix, là. Il faut que ça vienne après des choses. Puis là où ça répond, à mon sens, un peu moins bien, c'est s'il y a un fameux syndrome d'Adlun, parce que là, la bourse est tout le temps sollicitée. Fait que vous avez beau l'infiltrer. Je pense qu'on augmente juste nos risques de rupture. Fait que l'infiltration, là, moi, je l'ai fait infiltrer justement, un patient, ça fonctionne très, très, très bien. Mais c'est pour des cas réservés. Je pense quand le reste n'a pas fonctionné. Une des choses à l'histoire qu'on passe très rapidement par-dessus, mais dans la clinique, je trouve que c'est très, très important. Un des facteurs de risque dans les activités, puis vous l'avez nommé tantôt, mais je veux juste remettre l'emphase et mettre du crayon jaune là-dessus. Les gens qui font leurs exercices sur un plan incliné, puis on le voit souvent chez les gens qui, nos bons sportifs qui habitent là, au Mont-Sainte-Anne ou à Stoneham, puis qui, ils passent leur vie à monter et à descendre des plans inclinés. C'est eux les pires. Il faut qu'ils marchent sur des plans. S'ils veulent guérir, il faut qu'ils arrêtent de monter et descendre des côtes, au moins au début de la prise en charge. Mais c'est très, très difficile de changer les habitudes des gens. Hein. C'est pas facile. Fait que moi, c'était les commentaires que j'avais à dire. Puis merci, vous avez fait une super belle présentation, concise, efficace, puis qui était, j'avais lu, en fait, c'est assez fidèle à l'article. Hein. S'il y a d'autres questions, je vais les prendre. Sinon, j'ai des petits points à rajouter aussi. Là, mais s'il y a d'autres questions, juste nous faire signe, puis je rajouterai mes petits commentaires par la suite. Je pense que ça semble correct. Fait que dans le fond, la première affaire, on dit un article allemand depuis le début. Là, je pense que c'est hollandais, en fait. Là, je ne sais pas la traduction de l'allemand, mais ça vient de moi. Mais peu importe.
Sinon, en fait, le but, moi, de cet article-là, ce que je voulais essayer de voir par rapport, c'était un petit peu la prise en charge, justement, de deuxième ligne, là, parce que, tu sais, la première ligne, on commence à quand même bien la comprendre et la maîtriser là, pour ça. Mais, tu sais, par rapport à, justement, le shockwave versus la nitro versus les autres traitements, tu sais, qu'est-ce qui est plus indiqué dans quel contexte? Puis, malheureusement, en essayant de chercher dans la littérature, il n'y a pas d'études vraiment, il n'y a aucune étude qui compare les shockwaves à la nitro, disons, ce qu'on utilise là, le plus souvent. Fait que bon, peut-être un jour à garder en tête si on a une envie folle de faire des protocoles de recherche. Mais c'est ça, fait que il n'y a pas de client plus typique, il y a un petit peu les contre-indications de la nitro là, qui peut venir en cause pour ça, mais après ça, ça devient un peu un choix, une discussion avec le patient, à savoir qu'est-ce qu'il préfère, le côté traitement plus mécanique versus pharmacologique, puis voir qu'est-ce qui lui convient le mieux. Puis des fois, c'est un petit peu d'essai-erreur par rapport à ça. Je ne sais pas, Laurence, qu'est-ce que tu en... Laurence Boucher, que je te vois en physio. Tu sais, moi, comme je te dis, je n'ai pas trouvé de protocole franc. J'ai vu qu'il y avait comme 2 types de shockwave différents, là, fait que ce soit du radial ou du comme plus diffus, là, mais qu'il n'y avait pas nécessairement de différence entre les 2 types de traitements. Je ne sais pas si c'est une opinion. Je ne suis pas la meilleure pour répondre à des questions pour le shockwave parce que j'en fais pas moi-même. Je n'ai pas la formation pour le faire. Là, fait qu'il faudrait peut-être plus. Mais là, je regarde puis je pense pas que c'est Jeff et Ben qui le font à la clinique. Là, fait que ils ne sont pas là présentement. Là, fait que, mais tu sais, dans le fond, je pense que quand vous prescrivez un protocole, quand vous prescrivez du shockwave, vous n'avez pas à prescrire le protocole. Là, ça va être le physio qui va le faire, qui va juger qu'est-ce qui est nécessaire. Puis c'est lui qui se tient up-to-date sur la question. Là, mais entre shockwave et time de nitro, je n'aurais pas de préférence non plus nécessairement là, d'emblée, là, parce que je pense que les 2 traitements, il n'y en a pas un qui a l'air plus de première approche qu'un autre, là, à mon avis. Oui, le premier choix, ça serait quand même d'aller à nitro parce que si le patient le tolère, ça là, c'est bon pas cher. Si ça fonctionne pas, c'est autre chose. Le problème, c'est qu'il y en a, en tout cas, à date, il y en a beaucoup qui le tolèrent. Pas dans ce que j'ai. Ouais. Ça dépend des patients, mais pour le peu que j'ai fait à date, il y en a beaucoup qui reviennent. Moi aussi. Parce que tous mes athlètes le tolèrent mal, le nitro. Là. Mais je pense qu'on voit aussi, de ce que j'ai vu aussi en ayant le shockwave ici puis en parlant avec des physios qui en font, c'est comme si quand on se fait présenter ça, le shockwave, ça a l'air comme très invasif puis comme un traitement comme justement là, après la nitro, tu sais, mais il y a moyen de mettre des paramètres assez doux aussi au début puis que ça soit comme pas trop irritant pour le patient puis tu sais, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme trop gros non plus, le shockwave. Là. En tout cas, je dis ça avec une certaine mesure, mais... Merci. Pour ce qui est de l'infiltration, je suis un petit peu d'accord avec Jean-Philippe. Moi, j'ai une petite crainte, même au niveau des bourses, je me retiens, je me garde une petite gêne là, pour les infiltrer parce qu'en effet, il y a quand même des associations avec des risques de rupture associés. Moi, je viens d'une école orthopédique qui était un petit peu vraiment... c'est ça, à éviter le plus possible d'aller infiltrer dans ce coin-là, en effet, même si c'est la bourse autour, parce que ça l'implique, mais il y a des patients qu'en effet, ça va les soulager, puis quand on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait, ben, ça peut demeurer une option, mais à garder en tête, à faire attention. Puis juste par rapport au traitement chirurgical, là, juste pour dire un mot, c'est ça, c'est moins de notre domaine, en effet, sauf que dans les options, tout ce qui est ténopathie, c'est un petit peu moins ça qu'on va faire. Tout ce qui est percutané, c'est assez rare en fait que c'est fait. La place pour la chirurgie, ça va être surtout quand il y a une grosse dégénérescence du tendon. Là, fait que souvent, quand on dit qu'il y a plus que 50 % de la portion du tendon d'Achille qui est vraiment dégénératif, là, de la cicatrice qui est vraiment plus un bon tendon de qualité. En effet, là, ça va après au moins 6 mois de traitement. Il faut que ça ait un impact fonctionnel aussi majeur, c'est-à-dire que chez nos athlètes, dans le fond, ça va être plus rare parce que on n'ira pas faire une chirurgie pour nécessairement là, les retourner au jeu ou quelque chose comme ça. Ça va être plus dans une fonction là, d'un patient, disons, un peu plus peut-être âgé, qui a vraiment de la misère à se mobiliser puis à marcher, puis vraiment dans un contexte de quotidien que ça nuit. Ben là, il y a plus des indications d'aller faire des chirurgies. Puis souvent, ça va être des débridements de tendon, c'est-à-dire d'aller enlever toute la portion là, malsaine du tendon. Puis, si ça implique une trop grosse partie de ce tendon-là, ben là, il y a des transferts tendineux qui vont avoir à se faire et
à impliquer, là, qui deviennent un petit peu plus complexes comme chirurgie. Puis toujours à garder en tête que c'est une zone qui va vraiment mal guérir. C'est une peau qui n'est pas bien vascularisée puis qui peut avoir des complications. C'est pour ça qu'on essaie de l'éviter le plus possible là, dans tous les cas. Non, dans la discussion, je sais qu'il y avait Laurie Comtois qui semblait pouvoir répondre à la question du shockwave. Oui, Laurie Comtois, je suis physiothérapeute. Puis c'est ça, dans le fond, pour répondre à la question tout à l'heure, là, la thérapie par onde de choc qui est utilisée en physio, c'est du radial qui est utilisé. Puis effectivement, là, comme Laurence se dit, ben, on va toujours s'adapter au seuil de tolérance du patient. Là. Fait que, oui, c'est sûr que ça va être une modalité qui est inconfortable, mais qui n'est pas absolument atroce là, pour le patient. Puis, notez aussi que s'il y a une infiltration, c'est une contre-indication ben, en tout cas, moi que je considère comme absolue. Fait que s'il y a une tentative d'infiltration qui a été faite, on ne fera pas de shockwave dans les 6 à 8 semaines suivant l'infiltration pour éviter de provoquer les ruptures. Par contre, concernant la nitro, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être utilisé en même temps? Là, c'est pas, la nitro, ce n'est pas une modalité en fait qui est utilisée dans ma région pour l'instant, mais je reste ouverte aux possibilités. Là, fait que c'est intéressant de savoir que ça existe. Oui, côté protocole là, avec le shockwave, le nombre de séances, puis l'implication pour le patient, là, ça ressemble à quoi généralement? Bien, je dirais qu'en général, pour les tendinopathie, on va parler d'un 2000 coups de shockwave par point. Fait que si j'ai plusieurs points de douleur, je peux en faire plusieurs ou je peux faire, mettons, bilatéral. Puis nous, en clinique, on va faire à peu près 5 traitements qui vont être décalés, en fait, aux semaines. Là, fait qu'un traitement par semaine. Si après 5 traitements, on n'a pas d'efficacité, on arrête. Si on a des gains, puis que les gains, ça poursuit, bien, on pourrait décider de faire plus de traitements selon justement la réponse du patient. Nous, c'est ce qu'on fait. Si après, je dirais peut-être 3 traitements, là, vraiment, le patient, ça augmente ses douleurs après le traitement, puis qu'il ne tolère vraiment pas bien, je ne me rendrai pas à 5. Là, fait on s'ajuste tout le temps, là, mais gardons en tête peut-être un 5 traitements à 2000 coups par point douloureux. Puis ça, c'est valide, en fait, valide. Vous l'avez dit, il n'y a pas encore beaucoup de recherches sur la thérapie par onde de choc, là, mais c'est vraiment le guideline là, pour les tendinopathies en général qu'on pourrait appliquer, par exemple, à une fasciite plantaire aussi. Laurie, est-ce que je pourrais poser une petite question? Est-ce que vous avez un délai optimal avant de penser à cette stratégie-là? Si on a fait un traitement conservateur, par exemple, de 4 mois, 5 mois, 6 mois, est-ce qu'il y a un délai que vous trouvez pertinent pour le faire davantage? En fait, nous, c'est une modalité qu'on va vraiment utiliser en chronique. Donc, en fonction de l'historique du patient puis de son histoire de douleur, ben, s'il est référé après 6 mois de douleur, je pourrais décider, ou mettons l'orthopédiste va nous le référer pour de la thérapie par onde de choc, je vais commencer avec ça. Mais un patient que je vois en première ligne pour des douleurs au talon, c'est pas ce que je vais faire au premier rendez-vous, à moins vraiment que le patient il a déjà eu une expérience dans le passé puis il vient me voir en disant « j'ai eu ça, ça a fonctionné, je veux ça aujourd'hui ». Peut-être que je pourrais le faire au premier traitement, mais sinon, c'est vraiment quelque chose effectivement qu'on garde pour plus tard dans le traitement si on n'a pas de réponse aux autres modalités. Fait que tout ce qui est exercice, repos relatif, en fait, ce qui a été nommé tout à l'heure pour la première ligne. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, Germain. Non, merci. Oui, c'est parfait. Super. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je n'ai pas regardé. Ouais, non, il n'y en a plus dans le chat. OK, parfait. Bien, merci pour votre participation et votre présence. Puis, en effet, bonne présentation concise et bien résumé tout ça. Merci. De mon côté, Maud, de mon côté,